Alors, suite de la correction des exercices sur travail d'une force et énergie d'un système mécanique, alors le 9. Le 9, alors vous allez voir, dans le 9, on raisonne littéralement. On ne fait pas d'application numérique. Donc, il n'y a aucune donnée numérique ici dans cet exercice. Alors, malgré qu'il y a marqué effectuer des calculs, ça peut être un peu trompeur. En fait, c'est manipulation d'expression littérale ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énoncé? On parle d'un système de masse M qu'on assimile à un point. C'est ce que je vous expliquais, nous, en première. Les corps, les solides, les systèmes qui se déplacent, on les assimile à un point. Voilà. C'est-à-dire un objet de très petite dimension. Il est initialement à l'arrêt. Alors, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est initialement à l'arrêt? Ça veut dire que sa vitesse initiale est nulle. Et il est soumis lors de son déplacement d'un point A à un point B à une force constante dont le travail est noté grand W. Voilà, on ne donne pas de valeur de force, on ne donne pas de valeur de travail. Et il faut, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression littérale. Exprimer, ça veut dire trouver l'expression littérale de la vitesse au point B, c'est-à-dire de la vitesse au point d'arrivée, en fonction des données du problème, c'est-à-dire la masse et le travail grand W. Donc, une expression littérale. Il faut utiliser le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu dans le cours. Comment l'appliquer? Que dit le théorème de l'énergie cinétique? Il faut savoir, il faut connaître sa formulation mathématique, mais aussi il faut comprendre sa signification physique, sinon on n'arrivera pas à se débrouiller sur des exercices plus compliqués. Alors, il dit quoi? Il dit que la variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent. Alors, comment ça se note ça? Grand delta, rappelez-vous, ça veut dire variation. EC, variation de l'énergie cinétique entre le point A, du point A au point B, est égal à la somme, ça se note mathématiquement, grand sigma, W du travail des forces qui s'exercent de A à B. Bon, ça, c'est l'énoncé très général du théorème d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique est due aux travaux des forces. Voilà. Maintenant, appliqué à cette situation, on part de A, on arrive à B. La variation, c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois, une variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. De quoi? De l'énergie cinétique, puisqu'on parle de la variation de l'énergie cinétique, de A à B. B, c'est le point final, point d'arrivée. Donc, delta EC, attention, je parle juste du terme de gauche, là, delta EC, là. Delta EC, entre A et B, ça va se noter de façon détaillée, ECB moins ECA, c'est-à-dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, terme de gauche. Maintenant, je m'occupe du terme de droite. Terme de droite, somme des travaux des forces. Ici, on ne parle qu'il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur le système. La force, on la note F. Donc, la somme des forces, il n'y en a qu'une. Donc, travail de F. Je raisonne toujours terme de gauche, terme de droite. ECB, alors j'efface pour que ça soit plus compréhensible. ECB, juste le terme ECB, c'est quoi? Eh bien, par définition, c'est un demi de la masse fois la vitesse au carré, au point B, puisque je parle de l'énergie cinétique au point B. ECA, par définition de l'énergie cinétique, c'est un demi de m fois la vitesse au carré, la vitesse au point A. Voilà. Le terme de droite, il ne change pas, je le laisse comme ça. Et je vais le garder comme ça, ce terme, puisqu'on me demande d'exprimer à la fin VB en fonction du travail W. Donc, je garde ce terme, je ne le touche pas. Je ne cherche pas à exprimer le travail W de la force F ici, puisque par rapport à l'énoncé de l'exercice, ça ne me donne pas d'éléments pour trouver son expression. Et en plus, on me dit clairement dans la question, exprimer la vitesse du système point B en fonction de M et W. Donc, je garde W. Alors maintenant, je continue. Donc, j'efface un petit peu pour
Simplifier. Je m'occupe des termes 1 à 1. 1 demi de m fois la vitesse vb au carré. Je garde. Il n'y a rien qui simplifie, je ne connais rien. D'autres. La vitesse au point A, elle est nulle. VA, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans l'énoncé? Point initialement à l'arrêt. Ça sous-entend mathématiquement traduction physique de ce que ça représente. La vitesse au point A, au point de départ est nulle. Si la vitesse au point A est nulle, tout ce terme-là est nul. L'énergie cinétique au point A est nulle. Tout ce terme-là est nul. J'ai beau multiplier 0 par 1 milliard de milliards de milliards, ça fait toujours 0. Donc ça vaut 0. Donc, hop, on le simplifie. Du raisonnement. La ligne d'après, qu'est-ce qui me reste? 1 demi de m fois vb carré égale w. Et j'ai plus qu'à isoler la vitesse au point B. Je fais passer 2 de l'autre côté qui passe au-dessus. Je fais passer la masse de l'autre côté qui passe dessous. Voilà, j'ai isolé VB carré. Je prends la racine carrée des deux côtés, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. On garde que la solution positive en prenant la racine carrée des deux côtés, car une vitesse, c'est forcément strictement positif ici. Ben, ça ne peut pas être nul, puisque sinon l'exercice n'aurait pas de sens si la vitesse est nulle. Ça veut dire que la vitesse au point A, elle est nulle, qu'au point B, la vitesse est nulle, donc l'exercice a peu d'intérêt. Voilà pour le 9. Comment? Alors attention, là, c'est pas c'est une application assez simple du théorème de l'énergie cinétique. On n'a pas de valeur numérique. Voilà, donc il faut aller voir un petit peu plus loin pour des exercices un peu plus perfectionnés. Alors le 11, page 269. Le 11, page 269. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Calculer le travail d'une force de frottement. Il y a une erreur dans l'énoncé. Dans l'énoncé du livre, il y a une erreur. Un traîneau, comme on dit, par un point M. À chaque fois, on se ramène un système, on l'assimile à un point, le point M ici. Glisse sur l'année lors d'un déplacement de A à B. De A à B. Il est soumis à un ensemble de forces constantes et schématisées ci-dessous à l'échelle. 4 forces, F1, F2, F3, F4. Vous allez voir, on n'a même pas besoin de savoir qui est F1, qui est F2, qui est F3, qui est F4. Alors, l'erreur, elle est là. C'est qu'en fait, la force de traction, en fait, il faut lire la force de frottement. En fait, il y a une double erreur. Il y a une double erreur parce que la force de frottement, vous allez voir, pour calculer son travail, il faut nous donner la valeur de la force. Et ce n'est pas F2, c'est F4. Voilà. La force de frottement. Alors oui, ouais, même si on aurait voulu faire un énoncé, on aurait vraiment un énoncé clair, on aurait dit la force de frottement sans préciser quelle force c'était, à une valeur de 300 newtons. Alors là, ils se sont mélangés un peu tous les pinceaux dans l'énoncé de l'exercice. Repérer la force de frottement parmi celles représentées ci-dessous. Alors, j'ai déjà dit que c'était F4, mais on va quand même justifier. Tout est contenu d'un déplacement de A à B. Ça veut dire que le sens du déplacement, il est comme ça. Et vous devez le savoir par cœur, enfin, vous devez le savoir, que la force de frottement, elle est dans le sens contraire à celui du mouvement. Le mouvement du système de A à B, la seule force qui est dans le sens contraire, c'est F4. C'est donc la force de frottement. Une force de frottement, c'est assez intuitif, elle s'oppose toujours au mouvement. Elle s'oppose au mouvement. Donc c'est F4. Vous voyez que là, dans l'énoncé, il n'y a rien qui va là. Dans la force de frottement, une valeur de 300 newtons. Voilà. Calculer le travail de la force de frottement lors du déplacement de A à B. Alors, pour calculer le travail, il faut revenir à la définition du travail, d'une force. Voilà. Donc, le travail d'une force, c'est... Alors, on a dit que la force de frottement, c'était F4. Le travail de F4 de A à B. Je vous rappelle que la définition première de ce travail, c'est vecteur F4 scalaire AB. Je vous avais également dit que ce n'est pas vraiment cette forme-là qu'on appliquera dans l'exercice, mais il faut la connaître.
Voilà. Mais la définition du produit scalaire de deux vecteurs, c'est la norme des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et la petite astuce de rédaction, je vais utiliser une lettre. Là, je vais utiliser la lettre alpha, c'est traditionnellement une lettre grecque qu'on utilise pour désigner un angle. Et je désigne comme étant l'angle entre F4 et FB. Comme ça me permet d'utiliser dans la notation cosinus de alpha et pas me traîner cosinus de F4 AB. C'est un petit peu plus long. Voilà. Je vous avais déjà expliqué que le plus dur, là, ici, c'est de trouver l'angle. Alors, je vous avais déjà expliqué, donc en fait, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder les deux vecteurs qui sont concernés, F4 et AB. Et faire en sorte que ces deux vecteurs, on les représente à partir du même point. AB, en fait, il est là. Ok, je vais le translater pour le faire démarrer du même point que la force F4 parce que ça sera plus facile pour trouver l'angle alpha. Voilà, ça c'est AB. J'ai translaté AB, je l'ai décalé dans l'espace pour le faire commencer ici. Tac. Je pars du vecteur F4, je vais au vecteur AB. Et là, je trouve l'angle qui m'intéresse dans le calcul du travail, c'est-à-dire l'angle alpha ici. Et je vois bien que c'est un angle plat, 180 degrés. Donc l'alpha ici vaut 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, moins 1, qui passe devant le moins 1. Voilà, j'ai remplacé la norme de F4 par sa valeur. Le déplacement AB, on avait dit dans l'énoncé que c'était 20 mètres. Voilà. Et je fais l'application numérique sans aucun problème. L'application numérique, là, c'est quand vous êtes là, c'est gagné. Là. Je pense à utiliser les puissances de 10, à ne pas oublier l'unité. Le travail est négatif. Le travail est négatif. Rappelez-vous ce que ça veut dire. Vous pouvez mettre sur pause. Ça veut dire que le travail est résistant. Attention, je ne parle pas de la force, je parle du travail de la force. J'espère que j'ai pas mal insisté dans les vidéos précédentes. Ne pas confondre la force et le travail de cette force. Une force est un vecteur, c'est modélisé par un vecteur. Le travail, c'est une grandeur scalaire algébrique, positif ou négatif, qui a l'unité d'une énergie en joules. Ici, il est négatif, le travail il est résistant. Et pour une force de frottement, que le travail soit résistant, c'est normal. Le travail d'une force de frottement est toujours résistant. Alors, ce résultat n'est pas à retenir par cœur, mais il est relativement évident. Voilà. Retenez pas par cœur, mais l'angle en fait entre le vecteur force de frottement et le vecteur déplacement, il sera toujours de 180 degrés. Attention, dans le cas d'une force de frottement, ça ne se retient pas par cœur, ça se redémontre comme on l'a fait ici, assez facilement. Alors, j'enchaîne avec le 13. Alors, le 13. Alors, je suis obligé ici de fermer et je rouvre. Alors, le 13. Donc, je fais un petit zoom. Alors, énoncé qui a l'air très simple, enfin qui est très simple. Un système de masse petit m égale 3 kg chute de 10 mètres. Calculer la variation de son énergie potentielle de pesanteur au cours de la chute. Voilà. Juste l'énergie potentielle de pesanteur, on n'en déduit pas la vitesse ici, on demande juste sa variation. Attention, on ne demande pas le calcul de l'énergie potentielle, on demande la variation. Donc là, il faut faire un petit schéma. Rappelez-vous, quand on parle d'énergie potentielle, de pesanteur, il faut avoir l'idée de faire un axe vertical orienté vers le haut qui va représenter les coordonnées verticales de l'objet qui se déplace verticalement. Ici, c'est une chute. Si c'est une chute, ça va du haut vers le bas, sens du mouvement. Je choisis de moi-même, c'est moi qui décide que le point de départ, c'est le point A. Le point d'arrivée, le point B. Je ne vais pas faire trop d'effets de style. Je vais garder A et B, A de point de départ, B point d'arrivée. Je pourrais très bien choisir B et C. Bon. Le point A pour coordonnées verticales, Z1, j'appelle Z1. Elle est positive, puisque je choisis comme référence la référence 0
des coordonnées verticales, je peux choisir le niveau de la mer. Bon, vous allez voir que ça ne change rien. ZB est aussi positive. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment ZA et ZB, puisque je ne les connais pas en fait. Je sais juste qu'il chute de 10 mètres. Comment on traduit ça? Il chute de 10 mètres. Eh bien, on traduit ça par la différence des coordonnées des deux points est égale à 10 mètres. Attention, fais attention au signe. Hein. ZA est supérieur à ZB, puisque A est plus haut que B. Voilà, c'est la traduction mathématique où il ne faut pas se tromper. Là. ZA plus grand que ZB, puisque j'ai choisi A au-dessus de B. Donc, c'est ZA moins ZB qui vaut 10 mètres, plus 10 mètres, plus 10 mètres ici. Attention aux histoires de signes là, mais en suivant la logique, si vous suivez la démarche logique que j'ai expliquée, il n'y a pas de problème. Ensuite, bon, je ne suis toujours pas à la réponse, là, je suis juste au décryptage de l'énoncé. Je veux calculer la variation d'énergie potentielle. Bon, dans l'énoncé, on ne parle pas de point A et de point B. C'est pour ça que de moi-même, j'ai choisi A et B. Entre A et B, regardez la logique. Quand il chute de 10 mètres, donc c'est pour ça que j'ai pris un point A, 10 mètres plus haut que le point B. Donc quand j'aurais fait la différence entre A et B, j'aurais trouvé la variation d'énergie potentielle entre A et B. Donc variation d'énergie potentielle de pesanteur de A à B. C'est la valeur finale, c'est-à-dire au point B, moins la valeur initiale, c'est-à-dire au point A, EPPB, énergie potentielle de pesanteur au point A, moins EPPA, énergie potentielle de pesanteur au point A. Finale, valeur finale moins valeur initiale, une variation. C'est toujours pareil. Voilà. Et après, il faut savoir que l'énergie potentielle de pesanteur, il faut le savoir par cœur, c'est la masse fois petit g, l'intensité du champ de pesanteur, fois la coordonnée z. Donc EPPB, m fois g fois zb. EPPA, m fois g fois za. Vous voyez qu'on peut factoriser par le terme commun qui est m fois g. Voilà, ça nous donne le tout fois zb moins za. Alors attention, petite astuce là. On n'était pas obligé de faire comme ça, mais il faut aussi manipuler les expressions littérales avec une certaine aisance. Je sais que ZA moins ZB, c'est plus 10 mètres. Bon, alors je me doute bien que ZB moins ZA, ça va faire moins 10 mètres. Alors, qu'est-ce que je fais là ici? Je n'ai pas fait encore l'application numérique, j'ai juste inversé dans la parenthèse à la ligne d'après. J'ai inversé ZB et ZA là. Ici, j'ai inversé ZB et ZA. Voilà. Bon, ça, c'est une règle mathématique assez générale. Quand j'inverse, attention, dans cette situation où j'ai deux termes qui se soustraient, quand j'inverse les deux termes de la parenthèse, je mets un moins devant parce que je vais trouver l'opposé quand j'inverse les deux termes. Imaginons, vous faites 3 moins 2 et vous pouvez dire que c'est égal à moins 2 moins 3. Vous aurez le même résultat. 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Si vous calculez ça, 2 moins 3, ça fait moins 1. Et le moins qui est devant, ça fait aussi plus 1. C'est égal. Donc, quand j'inverse les deux termes de la parenthèse, regardez le parallèle qu'il y a entre l'exemple que j'ai pris à droite et celui-ci, j'inverse les deux termes de la parenthèse, ce qui m'oblige à mettre en moins devant la parenthèse. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là, je fais l'application numérique parce que là, je retrouve le ZA moins ZB qui fait 10 mètres, plus 10 mètres. G, 10 dans le préénoncé, M, 3 kg, et j'oublie pas le moins. J'ai donc une variation qui est négative. Delta EPP négative. Alors, comment ça se traduit physiquement? C'est que la variation entre A et B est négative. Une variation négative, tout ça c'est négatif, ça veut dire que, vous pouvez me faire une petite pause pour chercher la réponse entre temps, ça veut dire que l'énergie potentielle de la pesanteur au cours du mouvement, elle, diminue. Voilà. Alors, est-ce que c'est logique? Eh bien oui, c'est logique, puisqu'on sait que EPP, c'est M fois G fois Z. Cette formule, on la connaît par cœur, on l'a utilisée tout à l'instant. M fois G fois Z. Si, alors, la masse est constante, G, c'est une constante également. Si petit z diminue entre A et B, eh bien EPP diminue aussi.
Donc, tout est cohérent dans tout ce qu'on vient de faire. Normal, hein? Bon, je vous explique la cohérence de l'ensemble. Alors, je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'en referai une autre pour la suite.